TVT au cœur de l'information. Au sommaire, la formation des inspecteurs aériens des pays de l'UEMOA à Lomé, c'est du 14 au 18 mars 2022. Ils approfondissent leurs connaissances sur les procédures et expertises en ce qui concerne la délivrance du permis d'exploitation aérienne. Les États membres de l'UEMOA vont en guerre contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Experts et analystes prennent connaissance des nouvelles techniques pour mieux agir. Et puis, vous allez le voir dans ce journal, le rêve d'une élève de 98 ans qui est en passe de se réaliser, si bien sûr le temps le lui permet. Priscilla rêve de devenir médecin. À 98 ans, elle s'est inscrite à l'école primaire au Kenya. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. La première session ordinaire de l'année 2022 du comité interparlementaire de l'UEMOA se tient à Lomé. Un agenda bien chargé attend les membres de ce comité, notamment l'examen du rapport 2021 de la commission de l'UEMOA qui sera soumis à leur appréciation. Marie-Ange Bida. 12 mois de travaux de la commission de l'UEMOA examinés à la loupe. C'est l'un des points à l'ordre du jour de cette première session ordinaire de l'année 2022. L'agenda s'annonce chargé pour le comité interparlementaire de l'UEMOA. À ce rendez-vous de Lomé, tout un programme établi. Si nous prenons l'exemple de la COVID-19, où nous devons harmoniser les frais, on a remarqué qu'au niveau des États, certains États ont commencé par appliquer, mais il y a d'autres qui n'appliquent pas ça jusqu'aujourd'hui. Donc nous devons essayer de tout faire pour que cela soit harmonisé. Nous avons organisé 2 jours de séminaire sur ces thématiques-là, sur ce rapport, pour que les préoccupations de chaque État soient exprimées par les députés. Nous avons prévu d'autres thématiques et qui font partie vraiment des thématiques importantes. L'harmonisation du baccalauréat au niveau des États. Ce n'est pas encore une réalité dans tous les États. Et ça fait partie aussi de nos préoccupations. Nous avons des thématiques comme la libre circulation des biens et des personnes. Vous savez vous-même que ce n'est pas encore une réalité. Nous devons revenir là-dessus. Qu'est-ce qui bloque ça? Le comité interparlementaire de l'UEMOA contrôle les actions de chaque État membre, notamment celles en faveur des populations pour leur assurer un meilleur niveau de vie. La rencontre va durer 10 jours. Lomé accueille également une session de formation des inspecteurs aériens de l'UEMOA. La Mauritanie y prend également part. C'est du 14 au 18 mars 2022. Les participants seront outillés sur les procédures de délivrance du permis d'exploitation aérienne. Objectif, maintenir la sécurité du transport aérien dans la sous-région au plus haut niveau. Marie-Thérèse Nabédé, commentaire sur image. Il relève du secteur aérien des 14 États membres de l'UEMOA et de la Mauritanie. 28 inspecteurs approfondissent leurs connaissances sur la délivrance des approbations scientifiques. Elles sont liées au permis d'exploitation aérienne PEA, un document qui permet à l'Agence nationale de l'aviation civile de chaque État de contrôler et de superviser continuellement la sécurité des services assurés. Pour délivrer un permis d'exploitation à une compagnie aérienne, il faut des exigences dont nous devons être rigoureux. On va dicter toutes les conditions qu'il faut avoir pour avoir un PA. Et c'est pour ça qu'on va former les jeunes inspecteurs qui sont sortis d'école pour que quand ils délivrent un PA, on sait qu'ils ont délivré dans de bonnes conditions, mais pas avec complaisance. La formation va durer 5 jours et sera axée sur 3 aspects. Ils sont essentiels à l'obtention du permis d'exploitation aérienne
par les exploitants aériens. Il y aura 7 approbations spécifiques en lien aux opérations aériennes des compagnies de la sous-région, les transports de matières dangereuses, des approbations spécifiques notamment à la navigation aérienne et des compétences donc, du personnel des compagnies aériennes. Cette rencontre s'inscrit dans le programme commun du transport aérien des États membres de l'UEMOA adopté depuis 2002. Le programme a pour priorité de renforcer le respect des normes et standards de sécurité. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres unissent leurs forces pour mener cette guerre. Enquêteurs et analystes sont à Lomé à cet effet. Ils prennent connaissance des nouvelles techniques du financement du terrorisme pour mieux agir. Antoinette Omao-Vovor. Le secteur financier des États est exposé au risque de blanchiment de capitaux. Le trafic de drogue, de médicaments, le trafic illégal des migrants, les crimes organisés, des phénomènes qui mettent à mal l'économie des États. Et les mouvements terroristes constituent de réelles menaces. À cette rencontre de Lomé, enquêteurs et analystes du réseau de CENTIF UEMOA prennent connaissance des nouvelles techniques de financement du terrorisme. De quoi s'armer pour détecter les circuits financiers de ces groupes terroristes. Une des nouvelles tendances, ça serait l'utilisation des crypto-monnaies qui a surtout été employée depuis le Covid à cause des restrictions de mobilité des personnes, mais aussi des marchandises et des flux financiers. Et je pense que c'est une tendance qui est déjà en Europe la principale source de mobilité des flux financiers et qui va aussi arriver à la région. L'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, apporte son soutien dans cette lutte. Elle veut assurer la stabilité, la sécurité et l'intégrité des opérations financières dans la sous-région. Les principales sources de financement, comme connu, c'est beaucoup plus les enlèvements contre rançon et également le vol de bétail. Nous connaissons aujourd'hui également l'exploitation artisanat de l'or qui nourrit des groupes terroristes. À travers ces sessions de formation, il y a plus de poursuites et également des condamnations des affaires de financement du terrorisme. Les nouvelles techniques acquises permettraient à ces enquêteurs et analystes financiers de mieux orienter leurs actions pour venir à bout du fléau. À Soudou, dans la région de la Kara, c'est le sujet sur l'extrémisme violent qui est abordé. Et vous le savez déjà, la sous-région ouest-africaine est en proie à ce phénomène. Des séances de sensibilisation ne cessent de se multiplier au Togo dans cette optique. Nestor Mouzou. L'extrémisme violent s'est installé dans les pays du Sahel depuis quelques années. Ce phénomène essaie d'étendre ses tentacules vers d'autres pays de la sous-région ouest-africaine, dont le Togo. En témoigne l'attaque d'un poste militaire à la frontière de San-Louaga dans la préfecture de Kpendial dans la nuit du 9 au 10 novembre 2021. Certes, l'attaque a été repoussée, mais la menace est réelle. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. En matière de prévention, l'une des stratégies choisies par les autorités togolaises est la sensibilisation des populations sur le phénomène. Cette rencontre à Soudou dans la commune Assoli 3 est une séance de sensibilisation. En tant que fille de la préfecture d'Assoli, la ministre des Travaux publics a voulu échanger avec les chefs traditionnels, les leaders religieux et d'opinion, les représentants des jeunes et des femmes sur les manifestations, les conséquences et l'apport des populations pour combattre l'extrémisme violent. Nous sommes à la frontière entre le Togo et le Bénin. Donc il était de bon ton de venir sensibiliser la population d'Assoli 3 sur l'extrémisme violent. Étant donné ce que nous savions depuis le mois de novembre dans notre pays, il est nécessaire de venir expliquer à la population que seules les forces de l'ordre ne peuvent pas combattre l'extrémisme violent sans l'aide des populations à travers les informations qu'ils pourront avoir pour pouvoir parer à cette violence-là qui s'invite sur notre territoire. Une frontière, c'est une bonne chose. Il y a des échanges. Il y a nos femmes, nos sœurs qui font le déplacement pour faire le commerce. Mais au-delà de ce commerce-là, il y a certains qui viennent avec des intentions malveillantes. Il faut arrêter. Donc c'est l'intérêt de notre présence ici pour sensibiliser nos frères et sœurs sur cette question-là.
Certains participants ont posé des questions auxquelles la ministre des Travaux publics et sa délégation ont su répondre. D'autres ont fait des suggestions en vue de l'efficacité de la lutte contre l'extrémisme violent. Les participants ont été exhortés à partager les messages reçus avec les autres afin que tous à Soudour soient au même niveau d'information. L'utilisation de certaines sources génère des substances toxiques. Mal gérées, celles-ci engendrent très souvent des incidents. Une menace donc pour la sécurité humaine et des États. Experts et analystes de la sécurité nucléaire de 7 pays d'Afrique francophone planchent sur cette problématique à Lomé afin de trouver des solutions adéquates. Issa Karuna avec à la voix de Douare. Les matières nucléaires et radioactives hors contrôle menacent l'équilibre mondial. Elles sont souvent source d'incidents malheureux qui mettent à mal la sécurité des humains et des États. À Lomé, experts et analystes se remettent à niveau avec des outils adéquats pour mieux faire face au phénomène. Nous allons nous focaliser essentiellement sur les sources hors contrôle réglementaire qui sont connues, par exemple à l'hôpital, le matériel qu'on utilise pour faire la radio, le matériel qu'on utilise pour faire le traitement des cancers. Dans les laboratoires, il y a des matériels qu'on utilise pour stériliser des équipements. Dans les ports, il y a des matériels qu'on utilise également pour scanner les conteneurs qu'on connaît. Pour ces équipements, le plan de sécurité est élaboré, il est connu. Donc cet atelier va nous donner les outils pour savoir comment se préparer à d'éventuels incidents impliquant ces matériaux et ces équipements qui ne sont pas répertoriés. C'est depuis 2012 que le Togo s'est engagé dans la lutte contre l'insécurité nucléaire. La démarche est suivie par une série d'actions. La signature de l'accord de coopération technique qui s'étend sur la période 2020-2025, l'adoption de la loi du 10 juin 2020 sur l'utilisation sécurisée et pacifique du nucléaire au Togo. La question de sécurité de façon générale est une préoccupation de tous les instants. Et cela a été clairement exprimé dans la vision du chef de l'État ayant guidé l'élaboration et la mise en route de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, à savoir un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Cette rencontre est la 3e du genre. Elle va aboutir à la mise en place de compétences nécessaires en vue de mieux contrer le phénomène d'insécurité nucléaire au niveau des États. L'actualité, c'est aussi le Burkina Faso. Au moins 13 gendarmes ont été tués ce dimanche 13 mars dans une embuscade près de la ville de Tapako, au nord du pays. Les forces de l'ordre étaient en mission de reconnaissance et de sécurisation de l'axe Tapako-Tougouri lorsqu'elles ont été attaquées par des individus armés. Au moins 13 gendarmes ont été tués dimanche dans une embuscade près de la ville de Taparko au nord du Burkina Faso. Les forces de l'ordre étaient en mission de reconnaissance et de sécurisation de l'axe Taparko-Tougouri lorsqu'elles ont été attaquées par des individus armés. Selon une source sécuritaire, plusieurs membres de l'équipe de la gendarmerie de Dori sont encore portés disparus. Des opérations de ratissage ainsi qu'un déploiement de renforts sont en cours pour retrouver les gendarmes. La zone minière est régulièrement en proie à des attaques djihadistes meurtrières. Plus tôt dans la matinée de dimanche, l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un car a tué 2 personnes et blessé plusieurs autres. L'utilisation d'engins explosifs improvisés est de plus en plus fréquente dans le pays depuis 2018 et a causé la mort de nombreux civils et militaires. Le président de la junte militaire, le lieutenant-colonel Damiba, a annoncé faire de la lutte contre le djihadisme sa priorité. Les zones nord et est du Burkina Faso sont régulièrement le théâtre d'attaques depuis 2015, qui ont fait près de 2000 morts et déplacé plus d'1,7 million de personnes. Au Kenya, Priscilla sort de l'ordinaire. À 98 ans, elle est inscrite à l'école primaire et rêve de devenir médecin. Ceci grâce aux subventions accordées à l'enseignement primaire dans le pays. Une icône de motivation,
La médecine, le rêve d'une élève de 98 ans, c'est notre coup de cœur ce soir. Regardez. C'est le départ pour l'école pour Priscilla Sitienei, 98 ans. Elle fait partie des élèves de l'école préparatoire Leader Vision d'Eldoret, une ville kenyane. Celle qu'on appelle affectueusement Gogo y est en parfaite immersion. Avec ses collègues de classe, de très loin, ses arrière-petits-fils, la complicité est sans faille. Son intérêt pour les enseignements, tout autant. L'élève fascine déjà ses enseignants. Les matières qu'elle aime le plus en classe sont les sciences, l'éducation religieuse chrétienne et les mathématiques. Lorsqu'elle assiste à ses cours, elle est très attentive. Elle a également une bonne écriture. C'est grâce aux subventions accordées à l'enseignement primaire depuis 2003 au Kenya que des personnes âgées comme Priscilla ont eu enfin la chance d'aller à l'école. Ma grand-mère est la preuve que l'éducation n'a pas de limite. Elle m'a poussé à poursuivre mes études et je suis tellement heureux pour elle. Elle est vraiment une icône de motivation et un modèle à suivre. Contrairement à son visage, sa volonté d'apprendre n'a pas pris de ride. Comme tout élève, celle qui soufflera ses 100 bougies dans 2 ans ne manque pas d'ambition. Je travaillais auparavant comme sage-femme traditionnelle, où j'aidais les femmes qui subissaient des complications à la naissance. Maintenant, j'étudie pour devenir médecin. Je ne pense pas que l'éducation est une limite d'âge. Dans la classe, Priscilla ne joue pas les seconds rôles. Gogo est une très bonne compétitrice. Pour moi, je suis toujours la première de ma classe, mais lorsque nous avons fait un examen de zone, elle m'a battue et elle est devenue la première de la classe. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais lire davantage. Son parcours scolaire atypique a inspiré le film Gogo. Elle s'est rendue à Paris pour sa sortie. La star est attendue à New York pour sa promotion. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner ses rêves. L'espoir est le commencement de toute chose. Voilà qui est dit. Retour au Togo, le gouvernement et les acteurs du système éducatif ont procédé la semaine dernière à la signature d'un mémorandum d'entente relatif, bien entendu, au secteur de l'éducation. Et ce soir, dans un entretien, le ministre Bawara de la fonction publique, du travail et du dialogue social évoque les actions et mesures engagées dans le secteur, les grands défis et le décret relatif à la représentativité des syndicats professionnels. Je vous propose un extrait. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, le gouvernement et ses partenaires du système éducatif ont procédé la semaine dernière à la signature d'un mémorandum d'entente relatif donc au secteur de l'éducation. Eh bien, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a motivé l'élaboration de ce document? En novembre 2021, à l'initiative du gouvernement, le comité de suivi et d'évaluation avait été mis en place sous l'autorité du père Afognon, qui est directeur national de l'enseignement confessionnel, avec les représentants de toutes les parties prenantes au protocole d'accord pour procéder à une évaluation complète et approfondie, détaillée, des points du protocole d'accord, voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en cours de réalisation et quels sont les défis qui nous restent, éventuellement les préoccupations en termes de revendications et de doléances. Le 30 décembre 2021, le gouvernement a réceptionné le rapport de ce comité de suivi et d'évaluation et nous avions indiqué publiquement que nous allions prendre le temps au niveau du gouvernement de lire attentivement les conclusions et les recommandations de ce travail de grande qualité effectué sous l'autorité d'une personnalité religieuse avec
la contribution des fédérations des syndicats des enseignants, des centrales syndicales, de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, de l'Union nationale togolaise des associations de parents d'élèves et étudiants, afin de voir quelles réponses il faut apporter aux conclusions et aux recommandations qui sont formulées. Nous savons aussi qu'à l'époque, il y avait un sujet qui agitait le monde éducatif, c'était la fameuse question de la gratification exceptionnelle. Et le gouvernement avait aussi pris l'engagement qu'il examinerait la question et apporterait des réponses globales dans le souci de continuer à régler de manière progressive et de manière durable et pérenne tous les défis et toutes les préoccupations du secteur de l'éducation. Voilà ce qui explique la nécessité, à travers le mémorandum d'entente, de consacrer un résumé des conclusions et des propositions et surtout de nous accorder sur un canevas des actions et des mesures qui vont continuer à être mises en œuvre. Et vous verrez que ce mémorandum d'entente est articulé sur des points essentiels. D'abord, nous nous sommes réjouis du climat de convivialité, de compréhension mutuelle, d'écoute ayant prévalu tout au long des discussions. Deuxièmement, le gouvernement s'est réjoui que les acteurs du secteur de l'éducation eux-mêmes ont fait preuve d'honnêteté, de sincérité, en reconnaissant que beaucoup de mesures, beaucoup d'actions avaient été mises en œuvre et engagées par le gouvernement depuis notamment 2018 en application du protocole d'accord et que des progrès et des avancées significatifs ont été enregistrés. Ça, c'est un point fondamental. Le deuxième point, les parties prenantes ont été aussi objectives et honnêtes en reconnaissant que malgré ces progrès et ces avancées, nous avons encore un certain nombre de préoccupations, de défis qui revêtent également un caractère prioritaire. Et en tenant compte des objectifs de la feuille de route gouvernementale, ces défis, besoins et préoccupations identifiés doivent continuer à mobiliser les efforts, à mobiliser les ressources et les moyens. Nous avons apporté également à cette occasion une indication claire, concrète de la réponse du gouvernement par rapport à la question de la gratification exceptionnelle, avec la mise en place de ces crédits exceptionnels de 5 milliards de francs CFA sur 5 ans, dont la répartition a été indiquée, parce que le gros de ces moyens va bénéficier aux enseignants fonctionnaires. Mais nous avons aussi été soucieux de cohésion, de solidarité envers les enseignants volontaires, en particulier ceux qui officient dans les établissements scolaires publics, mais également envers le personnel de l'enseignement confessionnel, parce qu'ils contribuent à un service public de l'éducation. Et enfin, naturellement, il y a le souci unanime de toutes les parties prenantes d'œuvrer pour qu'une trêve sociale soit observée de bonne foi par toutes les parties, pour, d'une part, faire en sorte que les activités scolaires et pédagogiques puissent se dérouler dans un climat de sérénité, dans un climat apaisé, nous assurer que nos enfants, les apprenants, peuvent jouir pleinement de leurs droits à l'éducation, parce que quand il y a des troubles, quand il y a des tensions, il nous est arrivé de constater que les enfants, au lieu d'être dans les classes, au lieu d'être formés, ils étaient parfois dans les rues avec des drames qui ont pu se produire. Et ce climat d'apaisement est aussi important pour notre pays, parce que le nerf de la guerre, c'est les moyens, c'est les ressources financières. Pour que l'État ait les moyens et les ressources financières conséquents pour répondre aux nombreux et incommensurables besoins et défis du secteur de l'éducation, il faut nous assurer que notre pays continue à être attractif, y compris en termes de climat de paix, en termes de climat de stabilité. Lorsqu'il y a des agitations, lorsqu'il y a des crises, ça peut donner de notre pays l'image d'un pays où il serait difficile
de venir investir. Il faut préserver l'élan de croissance économique que nous connaissons malgré le contexte de crise sanitaire, le contexte sécuritaire que la sous-région connaît. Ça, c'est un élément important. Et donc, le gouvernement se réjouit que tous les acteurs du système éducatif aient souscrit à cette belle idée de mettre en place, de respecter et appliquer de bonne foi une trêve sociale, au moins durant 5 années, correspondant aux années de mise en œuvre de la gratification exceptionnelle. Oui, monsieur le ministre, vous entendre, vous parlez d'une entente entre les différents acteurs du système éducatif, mais à la signature de ce mémorandum, je vois qu'il y a une fédération, elle est témoin ou partie prenante, mais elle n'a pas signé ce mémorandum. Est-ce que ce n'est pas déjà une fausse note, monsieur le ministre? Ce dont vous êtes en train de parler, et je peux vous affirmer d'emblée que ce sont des groupuscules de personnes qui n'ont aucune existence légale. Oui, et il nous est arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin de l'année 2020, il y a eu un certain nombre d'agitations de personnes qui voulaient créer une organisation syndicale. Et cela avait suscité un débat presque national, un débat public. Et ce qui avait permis au gouvernement de clarifier et de préciser les conditions de création d'un syndicat professionnel, comme cela est désormais stipulé dans le Code du travail. Malgré cette volonté du gouvernement, ce souci d'expliquer à un certain nombre de personnes les conditions dans lesquelles on crée un syndicat, certains ont continué à agir à leur manière et il m'est même arrivé de leur écrire à ceux qui signent les papiers pour leur dire qu'ils n'avaient aucune existence légale. Et bien entendu, en tant que ministre, mes décisions peuvent être contestées, soit pour abus de pouvoir ou pour arbitraire. Et pour être plus explicite, il est possible de saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour contester le fondement de mes décisions. Cela n'a jamais été fait. Donc c'est pour dire que ceux qui s'agitent actuellement n'ont aucune existence légale, ne peuvent pas être des interlocuteurs du gouvernement, parce que pour que vous soyez un interlocuteur, y compris en participant à toutes les initiatives, aux réunions, aux cadres qui ont été mis en place, il faut que vous ayez une existence légale. Sinon, nous tombons dans l'anarchie. Je profite aussi pour vous informer que c'est vrai qu'il n'y a pas encore suffisamment de publicité sur le dernier décret relatif à la représentativité syndicale et à l'exercice du droit de grève. Mais il est constant, ce n'est pas une pratique togolaise. À partir du moment où vous n'avez pas une existence légale, si vous veniez à vous lancer dans une aventure qui consistera à dire que vous déposez un préavis de grève, bon, le décret a fait en sorte que cette question-là soit tranchée et réglée de manière claire et précise. Une organisation qui n'a pas d'existence légale établie, cette organisation-là, de fait, de facto, ce regroupement de personnes, s'ils venaient à déposer ce qu'ils appelleraient un préavis de grève, ce préavis est nul et de nul effet. Et cela a pour conséquence que les initiateurs du préavis peuvent encourir un certain nombre de mesures qui sont spécifiées et clarifiées dans le décret, et les fonctionnaires, éventuellement enseignants, qui suivraient ce mot d'ordre de grève, par ailleurs nul et de nul effet, encourent également un certain nombre de mesures. Donc je ne voudrais pas le dire dans un esprit de polémique, parce que vraiment l'esprit qui caractérise le gouvernement, c'est vraiment l'esprit d'écoute, c'est l'esprit de dialogue et de concertation. L'intégralité de cet entretien est à suivre en fond de journal. Retenez aussi que l'Association togolaise des producteurs d'eau pure veut mettre fin à la production d'eau en sachet, pure water, et en bouteilles d'origine douteuse. Une rencontre a été initiée pour mettre en place des stratégies efficaces d'attaque. Isaka Aruna et Clarisse Atikle nous en disent plus.
Assainir le secteur de plus en plus envahi par les pirates de qualité et d'origine douteuse. Les producteurs régulièrement installés se liguent contre la pratique. Ici, ils définissent les stratégies à déployer sur le terrain pour venir à bout de ce phénomène dangereux. Nous sommes réunis ce matin afin de parler à tous les producteurs de la responsabilité qui est la nôtre de fournir de l'eau de qualité à la population. Les clandestins viennent saper l'effort même du gouvernement et des producteurs qui sont sur le marché. Nous allons demander à l'autorité de nous accompagner afin d'assainir ce secteur. Au Togo, la production et la commercialisation de l'eau sont soumises à une réglementation. L'Association togolaise des producteurs de l'eau pure va aussi accompagner ses membres. Il s'agira de les amener à se conformer aux règles établies afin de mieux répondre à la demande des populations. Article 6. À propos de la pandémie de Covid-19, à ce jour, lundi 14 mars 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 860, aucun nouveau cas. Le nombre de personnes guéries est de 36 542, le nombre de cas actifs est de 46, le nombre de décès est de 272. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Une bonne dose d'humour, ça fait toujours du bien. Le spectacle Le Rire de la Femme, organisé dans le contexte du 8 mars, des femmes sur scène, un événement inédit, grande soirée fou rire, Abozadadia y a pris part, reportage présenté par Yata Aratem. Vous rentrez louloulouloulou, sans poser de questions, et on ferme la porte. Une policière hors norme. Parce qu'il y a qui m'a dit, ici c'est chez vous, mais vous êtes détenus. Sur le podium, tour à tour, 12 femmes bien connues de la scène togolaise. J'ai apprécié côté des mamans qui disent qu'ils se sentent vieilles, alors que la vieillesse, c'est pas de dire non, donc je suis plus femme. La femme, c'est la femme. J'ai trouvé ça vraiment unique et vraiment très beau, avec des dames qui ont su tenir en haleine le public, des dames qui vraiment ont su dérouler leurs textes, qui étaient vraiment à l'aise sur scène. Et une très belle organisation derrière. Au cœur des différents sujets abordés, les valeurs incarnées par la femme. Mariage, amour, société, le quotidien de la femme dans tous ses aspects. Une policière m'a attrapé avec son mari. Parce qu'elle m'a frappé. Je provoque tout. Avec mon assurance vie sincère et tout mon avenir derrière moi. 2 heures de spectacle 100% femmes. Une première, un événement. Haluonga. Non mais vous imaginez, tu es avec ton chéri, le chéri te tape sur les fesses et puis ça. D'abord, je me dis que je viens faire face à un public responsable, à des couples. Déjà, quand une personne parle d'elle en mal, ça fait rire. Donc, j'ai commencé par ça, en faisant la dérision sur moi. Aujourd'hui, l'humour est devenu un métier. Et je me dis, lorsque la femme est au contrôle des affaires, parfois ça marche mieux que nous les hommes. Donc si dans les autres pays, les femmes sont là et ça marche mieux, pourquoi ne pas permettre aux femmes togolaises de prendre aussi par le corps ce métier? La grande soirée à Luonga, une aventure au féminin. Pour finir, je vous propose de suivre à présent l'intégralité de l'entretien du ministre Bawara de la fonction publique, du travail et du dialogue social relatif au secteur de l'éducation. Je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, le gouvernement et ses partenaires du système éducatif ont procédé la semaine dernière à la signature d'un mémorandum d'entente relatif donc au secteur de l'éducation. Eh bien, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a motivé l'élaboration de ce document? Il est important de souligner que la réforme de notre système éducatif, tout comme les efforts d'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels enseignants, tout comme les efforts pour maintenir un climat de dialogue, de concertation,
préserver un climat apaisé et de sérénité indispensable au bon déroulement des activités scolaires et éducatives. Tous ces efforts-là doivent être constants et permanents. On ne peut pas, on serait prétentieux de faire croire qu'on peut régler les problèmes du monde de l'éducation et satisfaire aux préoccupations, aux besoins qui existent de manière ponctuelle. Même si nous en avions les moyens, ce qui n'est pas le cas, c'est véritablement de manière globale, progressive et durable qu'il faut à la fois maintenir un esprit de dialogue et de concertation, bien identifier les défis et les besoins prioritaires et déployer également de manière progressive les moyens et les ressources pour répondre aux défis du secteur de l'éducation. En avril 2018, nous avions signé un protocole d'accord relatif au secteur de l'éducation. Ce protocole contenait une dizaine de points. Et en termes de mécanismes de suivi et d'évaluation, il y a deux mécanismes qui ont été mis en place, à la fois le comité de suivi et d'évaluation et un comité d'arbitrage et de conciliation. Le but était à la fois de s'assurer que l'ensemble des parties prenantes du monde éducatif, avec le gouvernement, sont en mesure de se retrouver à intervalles réguliers pour faire le point de la mise en œuvre du protocole d'accord ou que cela se produit, et c'est possible, qu'une situation de difficulté, qu'un risque de conflit collectif soit en train de se produire, il est important que le gouvernement, avec l'ensemble des acteurs du secteur de l'éducation, puisse se retrouver et faire le point. C'est pourquoi, en novembre 2021, à l'initiative du gouvernement, le comité de suivi et d'évaluation avait été mis en place sous l'autorité du père Afognon, qui est directeur national de l'enseignement confessionnel, avec les représentants de toutes les parties prenantes au protocole d'accord pour procéder à une évaluation complète et approfondie, détaillée, des points du protocole d'accord, voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en cours de réalisation et quels sont les défis qui nous restent, éventuellement les préoccupations en termes de revendications et de doléances. Le 30 décembre 2021, le gouvernement a réceptionné le rapport de ce comité de suivi et d'évaluation et nous avions indiqué publiquement que nous allions prendre le temps au niveau du gouvernement de lire attentivement les conclusions et les recommandations de ce travail de grande qualité effectué sous l'autorité d'une personnalité religieuse avec la contribution des fédérations des syndicats des enseignants, des centrales syndicales, de la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, de l'Union nationale togolaise des associations de parents d'élèves et étudiants, afin de voir quelles réponses il faut apporter aux conclusions et aux recommandations qui sont formulées. Nous savons aussi qu'à l'époque, il y avait un sujet qui agitait le monde éducatif, c'était la fameuse question de la gratification exceptionnelle. Et le gouvernement avait aussi pris l'engagement qu'il examinerait la question et apporterait des réponses globales dans le souci de continuer à régler de manière progressive et de manière durable et pérenne tous les défis et toutes les préoccupations du secteur de l'éducation. Voilà ce qui explique la nécessité, à travers le mémorandum d'entente, de consacrer un résumé des conclusions et des propositions et surtout de nous accorder sur un canevas des actions et des mesures qui vont continuer à être mises en œuvre. Et vous verrez que ce mémorandum d'entente est articulé sur des points essentiels. D'abord, nous nous sommes réjouis du climat de convivialité, de compréhension mutuelle, d'écoute ayant prévalu tout au long des discussions. Deuxièmement, le gouvernement s'est réjoui que les acteurs du secteur de l'éducation eux-mêmes
ont fait preuve d'honnêteté, de sincérité, en reconnaissant que beaucoup de mesures, beaucoup d'actions avaient été mises en œuvre et engagées par le gouvernement depuis notamment 2018 en application du protocole d'accord et que des progrès et des avancées significatifs ont été enregistrés. Ça, c'est un point fondamental. Le deuxième point, les parties prenantes ont été aussi objectives et honnêtes en reconnaissant que malgré ces progrès et ces avancées, nous avons encore un certain nombre de préoccupations, de défis qui revêtent également un caractère prioritaire. Et en tenant compte des objectifs de la feuille de route gouvernementale, ces défis, besoins et préoccupations identifiés doivent continuer à mobiliser les efforts, à mobiliser les ressources et les moyens. Nous avons apporté également à cette occasion une indication claire, concrète de la réponse du gouvernement par rapport à la question de la gratification exceptionnelle, avec la mise en place de ces crédits exceptionnels de 5 milliards de francs CFA sur 5 ans, dont la répartition a été indiquée, parce que le gros de ces moyens va bénéficier aux enseignants fonctionnaires. Mais nous avons aussi été soucieux de cohésion, de solidarité envers les enseignants volontaires, en particulier ceux qui officient dans les établissements scolaires publics, mais également envers le personnel de l'enseignement confessionnel, parce qu'ils contribuent à un service public de l'éducation. Et enfin, naturellement, il y a le souci unanime de toutes les parties prenantes d'œuvrer pour qu'une trêve sociale soit observée de bonne foi par toutes les parties, pour, d'une part, faire en sorte que les activités scolaires et pédagogiques puissent se dérouler dans un climat de sérénité, dans un climat apaisé, nous assurer que nos enfants, les apprenants, peuvent jouir pleinement de leurs droits à l'éducation, parce que quand il y a des troubles, quand il y a des tensions, il nous est arrivé de constater que les enfants, au lieu d'être dans les classes, au lieu d'être formés, ils étaient parfois dans les rues avec des drames qui ont pu se produire. Et ce climat d'apaisement est aussi important pour notre pays, parce que le nerf de la guerre, c'est les moyens, c'est les ressources financières. Pour que l'État ait les moyens et les ressources financières conséquents pour répondre aux nombreux et incommensurables besoins et défis du secteur de l'éducation, il faut nous assurer que notre pays continue à être attractif, y compris en termes de climat de paix, en termes de climat de stabilité. Lorsqu'il y a des agitations, lorsqu'il y a des crises, ça peut donner de notre pays l'image d'un pays où il serait difficile de venir investir. Il faut préserver l'élan de croissance économique que nous connaissons malgré le contexte de crise sanitaire, le contexte sécuritaire que la sous-région connaît. Ça, c'est un élément important. Et donc, le gouvernement se réjouit que tous les acteurs du système éducatif aient souscrit à cette belle idée de mettre en place, de respecter et appliquer de bonne foi une trêve sociale, au moins durant 5 années correspondant aux années de mise en œuvre de la gratification exceptionnelle. Oui, monsieur le ministre, à vous entendre, vous parlez d'une entente entre les différents acteurs du système éducatif, mais à la signature de ce mémorandum, je vois qu'il y a une fédération, elle est témoin ou partie prenante, mais elle n'a pas signé ce mémorandum. Est-ce que ce n'est pas déjà une fausse note, monsieur le ministre? Permettez-moi de revenir peut-être sur 2 ou 3 points. Parmi les efforts majeurs qui ont été déployés par le gouvernement. Le premier effort important, c'est la poursuite des recrutements presque annuels des personnels enseignants et d'encadrement. Entre 2018 et aujourd'hui, c'est un peu plus de 6 000 agents qui ont été recrutés comme fonctionnaires. La grande majorité comme enseignants et une partie comme des élèves de l'école normale supérieure d'Atapamé et comme des élèves conseillers pédagogiques ou inspecteurs. C'est très important.
Des moyens informatiques ont été mis à la disposition des structures éducatives. Des moyens roulants ont été mis à la disposition notamment des inspections et des directions de l'enseignement régional de l'éducation pour favoriser leurs conditions de travail. Ça, c'est en termes de recrutement. Et pour cette année 2022, le budget prévoit le recrutement de pas moins que 3 000 enseignants fonctionnaires. 3 000 enseignants fonctionnaires. 2022. Et en plus, le chef de l'État nous a instruit, mon collègue des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le ministre de l'économie et des finances et nous-mêmes, de réfléchir au recrutement de 200 à 250 élèves enseignants uniquement dans les filières scientifiques et techniques. C'est pour dire que des efforts sont faits. En termes de politique salariale, je voudrais rappeler qu'à diplôme égal, entre deux citoyens togolais, l'enseignant, au moment de son recrutement, est classé dans une catégorie supérieure par rapport à son frère togolais ou à sa sœur togolaise, avec lequel ils ont eu les mêmes parcours et qui, ce dernier, serait recruté pour l'administration générale. Je voudrais aussi rappeler qu'au cours des dernières années, depuis le 1er janvier 2020, le président de la République a décidé le relèvement de la valeur indiciaire. 1er janvier, applicable à partir du 1er janvier 2021. Cette revalorisation salariale, qui a également bénéficié naturellement aux bénéficiaires des pensions de retraite, a également bénéficié aux enseignants fonctionnaires. Les primes et avantages dont jouissent tous fonctionnaires, les enseignants en bénéficient. Mais en plus, l'enseignant, toutes catégories confondues, bénéficie d'une prime spécifique qui oscille entre 36 000 et 40 500 francs comme prime spécifique à la fonction enseignante. C'est-à-dire qu'en plus de tous les avantages, de tous les privilèges dont ils jouissent comme fonctionnaires, eux, tout seuls, en tant que catégorie d'enseignants fonctionnaires, ils bénéficient de cette prime spécifique. En termes de congés payés, l'enseignant est dans une situation particulière. Nous savons que par an, l'enseignant doit jouir de près de 4 à 5 mois de congés parce qu'ils doivent parfois préparer les cours, préparer les rentrées. Et donc, leur régime en matière de congés payés est différent par rapport aux autres fonctionnaires. Dans le cadre du statut particulier, le gouvernement a fait en sorte que lorsque vous êtes admis à la retraite en tant qu'enseignant, si vous devez partir à la retraite en pleine année scolaire, il est possible, en fonction des besoins du service, de vous maintenir en poste au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire et vous continuez à bénéficier de votre traitement comme si vous étiez toujours en fonction. Donc, le régime des départs à la retraite subit là aussi une entorse en faveur des personnels enseignants. Je voulais citer ces quelques privilèges pour dire que nous sommes très soucieux et très attentifs à la condition de l'enseignant. Et les Togolais savent que le précédent mandat du chef de l'État, il l'avait placé sous le sceau du mandat social. Cela ne signifiait pas qu'au cours des 5 ans, il y aurait des mesures sociales et qu'au bout de ces 5 ans, il n'y aurait plus de mesures. La preuve, c'est que l'actuel mandat est caractérisé par des avancées sociales majeures, des progrès sur le plan social qui sont considérables. J'en veux pour preuve la mise en place d'un nouveau système d'allocation de départ à la retraite. Je pourrais parler de School Assure dans le secteur de l'éducation. J'aurais pu parler aussi de la suppression des frais d'inscription et pour les collèges d'enseignement général secondaire, parce que ça existait déjà pour le primaire. J'aurais pu aussi mentionner les cantines scolaires qui continuent à se multiplier, à se développer. J'aurais pu aussi
mentionné la suppression des frais d'inscription aux examens nationaux. Tout cela, c'est pour dire que l'école n'a pas la même vocation et la même portée que les autres secteurs de la fonction publique. L'école, c'est là où nos enfants doivent apprendre à devenir des citoyens accomplis et surtout se préparer pour leur avenir. Maintenant, vous avez posé la question par rapport aux parties prenantes, aux discussions, au comité de suivi et d'évaluation. D'abord, je voudrais indiquer que le gouvernement travaille dans un esprit participatif et inclusif. Tous les acteurs, je vous ai parlé des fédérations des syndicats d'enseignants, je vous ai parlé des centrales syndicales qui étaient représentées dans les discussions, des dirigeants de l'enseignement confessionnel, de la coalition nationale pour l'éducation pour tous. Maintenant, revenant notamment aux fédérations des syndicats des enseignants, il en existe 8, constituées régulièrement, enregistrées comme telles, et qui sont des parties prenantes à toutes les initiatives du gouvernement. Ce dont vous êtes en train de parler, et je peux vous affirmer d'emblée que ce sont des groupuscules de personnes qui n'ont aucune existence légale. Et il nous est arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin de l'année 2020, il y a eu un certain nombre d'agitations de personnes qui voulaient créer une organisation syndicale. Et cela avait suscité un débat presque national, un débat public. Et ce qui avait permis au gouvernement de clarifier et de préciser les conditions de création d'un syndicat professionnel, comme cela est désormais stipulé dans le Code du travail. Malgré cette volonté du gouvernement, ce souci d'expliquer à un certain nombre de personnes les conditions dans lesquelles on crée un syndicat, certains ont continué à agir à leur manière et il m'est même arrivé de leur écrire à ceux qui signent les papiers pour leur dire qu'ils n'avaient aucune existence légale. Et bien entendu, en tant que ministre, mes décisions peuvent être contestées, soit pour abus de pouvoir ou pour arbitraire. Et pour être plus explicite, il est possible de saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour contester le fondement de mes décisions. Cela n'a jamais été fait. Donc c'est pour dire que ceux qui s'agitent actuellement n'ont aucune existence légale, ne peuvent pas être des interlocuteurs du gouvernement, parce que pour que vous soyez un interlocuteur, y compris en participant à toutes les initiatives, aux réunions, aux cadres qui ont été mis en place, il faut que vous ayez une existence légale. Sinon, nous tombons dans l'anarchie. Je profite aussi pour vous informer que c'est vrai qu'il n'y a pas encore suffisamment de publicité sur le dernier décret relatif à la représentativité syndicale et à l'exercice du droit de grève. Mais il est constant, ce n'est pas une pratique togolaise. À partir du moment où vous n'avez pas une existence légale, si vous veniez à vous lancer dans une aventure qui consistera à dire que vous déposez un préavis de grève, bon, le décret a fait en sorte que cette question-là soit tranchée et réglée de manière claire et précise. Une organisation qui n'a pas d'existence légale établie, cette organisation-là, de fait, de facto, ce regroupement de personnes, s'ils venaient à déposer ce qu'ils appelleraient un préavis de grève, ce préavis est nul et de nul effet. Et cela a pour conséquence que les initiateurs du préavis peuvent encourir un certain nombre de mesures qui sont spécifiées et clarifiées dans le décret, et les fonctionnaires, éventuellement enseignants, qui suivraient ce mot d'ordre de grève, par ailleurs nul et de nul effet, encourent également un certain nombre de mesures. Donc je ne voudrais pas le dire dans un esprit de polémique, parce que vraiment l'esprit qui caractérise le gouvernement, c'est vraiment l'esprit d'écoute, c'est l'esprit de dialogue et de concertation. C'est le souci de rechercher à chaque fois les solutions les meilleures dans l'intérêt du monde éducatif, mais aussi
des mesures qui soient soutenables du point de vue budgétaire. Et donc, cet esprit-là, nous n'allons jamais nous en départir. Nous restons disponibles chaque fois que des enseignants, puisque c'est de ça que nous parlons, se constitueraient valablement en syndicat et que l'existence juridique est établie et que les restes des dispositions législatives ou réglementaires sont respectés, et nous n'hésiterons pas un seul instant à en faire des interlocuteurs à part entière. Oui, Monsieur le ministre, quels sont aujourd'hui les principaux défis du système éducatif togolais? Le principal défi, à mon sens, un des principaux défis, c'est celui du déficit en personnel enseignant. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 10 000 postes qu'il faudrait pourvoir. C'est-à-dire, si nous avions les ressources financières, il faudrait que nous recrutions au moins 10 000 enseignants. Parce que vous voyez la particularité de l'éducation. De l'école primaire jusqu'au CPD, chaque classe doit être tenue par une enseignante ou un enseignant. C'est valable naturellement au niveau préscolaire. On peut avoir un groupe de personnel qui encadre les enfants au niveau préscolaire. Mais à l'école primaire, du CP1 jusqu'au CM2, il faut un enseignant au moins par classe. S'il n'y a pas d'enseignant, on a des problèmes. Et on a effectivement des problèmes, d'où le nombre élevé d'enseignants volontaires. Dans les CEG et les lycées, c'est la même chose. Nous devons avoir suffisamment d'enseignants dans toutes les disciplines et avoir une charge horaire raisonnable parce que l'enseignant, ce n'est pas seulement être en classe et dispenser les cours, mais c'est aussi préparer les cours, corriger les copies, aider les élèves à se rattraper. Et donc, en tout et pour tout, on a un besoin qui se chiffre à plus de 10 000 enseignants. Cela me paraît être un défi majeur. Deuxièmement, en termes de salles de classe et d'équipement. Nous sommes tous des citoyens, nous avons la possibilité de voyager, de circuler à travers le territoire. Et il nous arrive d'arriver dans un village, dans une localité, et de se rendre compte que l'école est encore dans un abri de fortune, un apatam, un hangar. Que peut-être même quand il y a une salle de classe bien construite, il n'y a pas suffisamment de tables-bancs. Nous sommes aujourd'hui dans un monde dominé par les technologies de la communication et de l'information, les TIC. Il faut progressivement informatiser notre système éducatif. Il y a le système de formation des personnels enseignants. Vous savez, ce qui, moi, j'ai eu le privilège, quand je suis allé à l'école, quand j'ai été au collège et au lycée, d'être pris en charge par des enseignants qui avaient la vocation à enseigner, à former, qui nous considéraient comme leurs enfants, leurs petits frères. Aujourd'hui, nous devons aussi avoir l'honnêteté d'admettre que... Je vous parle d'il y a plus de 30 ans. Je veux savoir si cette vocation n'existe pas. Justement, aujourd'hui, on a peu d'enseignants qui le sont par vocation. C'est honnête. Cela étant, il faut compenser ce manque de vocation par une formation plus adéquate, par la possibilité pour les enseignants, pendant leur parcours, de se perfectionner. Et donc, la formation des personnels enseignants est également un défi important. D'autant plus que dans le protocole d'accord, nous avons convenu avec les organisations syndicales d'évoluer vers la professionnalisation du métier d'enseignant. Dans le secteur confessionnel comme dans l'école privée laïque, ceux qui enseignent devraient être des gens qui ont une formation qualifiante à la profession d'enseignant. Donc, c'est important. Un autre défi, et pas des moindres, c'est ce que nous pouvons appeler la réorientation du système éducatif. Et le président de la République y tient. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Le 26 février dernier, c'était un concours de recrutement dans la fonction publique. Nous avons lancé un concours qui concerne presque tous les secteurs et ministères pour environ
3000 agents fonctionnaires. Nous avons enregistré près de 50 000. Je fais ce lien pourquoi? Il y a beaucoup de nos jeunes frères et sœurs qui ont une formation, qui ont un diplôme, mais ces formations et ces diplômes ne correspondent à rien par rapport à la réalité économique togolaise, par rapport à notre potentiel et par rapport aux besoins du marché de l'emploi. La faute, elle est en partie au niveau de l'État. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous cherchons à y remédier, d'une part en améliorant et en renforçant les services d'orientation qui n'existent plus ou qui sont en nombre très réduit, mais surtout en réformant le système éducatif. Mettre le focus et mettre les moyens davantage sur les secteurs porteurs. Sur les secteurs où, quand vous avez une bonne formation, vous avez un diplôme, vous pouvez avoir des chances d'obtenir du travail ou alors de vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat ou l'auto-emploi. Si vous prenez le secteur de l'agriculture, vous prenez les différents métiers, je crois que nous avons un grand effort à faire. Et cet effort de réorientation impliquera la mise en place de beaucoup de moyens. Vous savez, le gouvernement a commencé à construire les IFAD, les instituts de formation en alternance pour le développement. Si nous avions les moyens, c'est dans chaque préfecture qu'il faudrait implanter un centre de formation en alternance pour le développement, pour que les mécaniciens, tous les métiers qui existent et qui parfois n'ont pas la main-d'œuvre qualifiée, on puisse avoir des endroits où nos jeunes puissent se former convenablement. Naturellement, l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels enseignants continuera à être une préoccupation et un défi constant pour le gouvernement. Mais nous ne devons pas le faire aux dépens des autres besoins et défis que j'ai énumérés tout à l'heure. Mais nous ne devons pas non plus le faire en méprisant ou en ignorant les besoins des autres catégories de fonctionnaires et encore moins en étant peu soucieux de ceux de nos concitoyens qui n'ont pas de travail et auxquels il faut créer des opportunités de recrutement ou d'emploi. Vous avez bien dit que vous n'allez pas ignorer les autres fonctionnaires, c'est très bien. Mais vous parlez d'un fonds national de soutien à l'éducation. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut mieux comprendre ce fonds? Il servira à quoi, monsieur le ministre? Je reviendrai d'un mot sur le décret que nous avons adopté qui réglemente le droit de grève et dit que ce décret est fondé sur 3 principes essentiels. La liberté des travailleurs de défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels, y compris en recourant à la grève, mais aussi, en termes de liberté, la liberté pour les non-grévistes de s'assurer que leurs droits et leur liberté à ne pas faire la grève soient respectés. Ça, c'est le premier principe. Principe de liberté, liberté de recourir à la grève, la nécessité de respecter les droits et les libertés des non-grévistes, c'est un principe essentiel. Deuxième principe essentiel, c'est le dialogue. D'où l'obligation de négociation préalable avant de recourir à la grève. Et le troisième principe, c'est la responsabilité. Si je décide de recourir à la grève, je dois veiller à être en règle avec la loi. Je dois veiller à ce que mon organisation ait une existence légale établie. Si ce n'est pas le cas, je m'abstiens, j'évite. Je dois veiller à ce que j'assume les conséquences de mes actes. Il y a un certain nombre de spécifications. Alors, je le dis avant de revenir à la question d'un fonds national de soutien à l'éducation, pour dire que je mesure la contribution éminente et particulière que dans tous les processus et les efforts que le gouvernement a engagés, les responsables de l'enseignement confessionnel, l'Union nationale togolaise des associations des parents d'élèves et d'étudiants et la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, ce qu'ils apportent comme
contribution, le rôle modérateur qu'il joue. Et lorsque ces acteurs ont mis sur la table l'idée d'un fonds national de soutien à l'éducation en expliquant qu'il s'agit de susciter une prise de conscience plus large au sein de la société togolaise concernant la place et le rôle et l'importance de l'éducation pour bâtir une nation. Qu'il souhaite susciter davantage de mobilisation de toutes les bonnes volontés, même si c'est 1 franc, c'est 10 francs, c'est 25 francs, que les uns et les autres mettent, en sachant que ça va aider à construire des salles de classe, que ça va aider à résorber les problèmes de déficit en personnel enseignant. Exactement. Donc, nous ne devons pas voir cette belle idée-là uniquement sous l'angle d'une éventuelle amélioration de la rémunération des personnels enseignants. Naturellement, il faut aborder et résoudre les défis du secteur de l'éducation de manière globale, de manière progressive et de manière durable. Ce qui signifie que si un jour ce fonds est suffisamment abondé et qu'il y a beaucoup de ressources, il va sans dire que la priorité serait au recrutement, la priorité serait dans la modernisation des infrastructures et des équipements éducatifs, la priorité serait dans la modernisation et le renforcement de la formation, du perfectionnement des personnels enseignants. Mais si nous le pouvons, un geste peut aussi être fait pour améliorer les conditions de vie des personnels enseignants. Mais ça ne me paraît pas être le premier ou la première des priorités qu'il faudrait aborder dans le cadre de ce fonds. Cela étant, le gouvernement s'est engagé à étudier de manière plus approfondie cette idée, cette proposition. Et bien entendu, si une telle idée venait à être être concrétisée, il va sans dire que la modalité de sa gestion veillerait à intégrer les parties prenantes au secteur de l'éducation, d'une manière ou d'une autre. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile. Mesdames et messieurs, bonsoir pour ce lundi de météo sur la télévision togolaise. C'est un pur bonheur pour nous de vous